Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui est au cœur de l'actualité. Vous savez que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'Est qui a même emballé le sport avec cette rencontre de la République démocratique du Congo face à la Côte d'Ivoire qui a créé des sensations parce que le diffuseur de la CAN n'a pas voulu diffuser le message de Congolais qui je dirais, qui s'inquiétait ou qui accusait la communauté internationale d'être indifférente par rapport à toutes ces tueries qui se passent en République démocratique du Congo. Et en plus, à part ça, il y a aussi la nomination de l'informateur qui a eu lieu seulement dans cette même semaine. Il s'agit bien de M. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti politique UDPS Tshisekedi. C'est autour de ces deux sujets que nous allons essayer de débattre avec notre invité. C'est un habitué de ces plateaux. Il s'appelle M. Steve Kabasele. Il est analyste politique indépendant parce qu'il n'appartient à aucun parti politique, mais il réfléchit en tant que Congolais et il donne ses idées pour l'avancement de la République démocratique du Congo. M. Steve Kabasele, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci vous. Nous ouvrons déjà cette émission avec la situation sécuritaire à l'Est, mais nous prenons d'abord le volet sportif avec ce qui s'est passé le mercredi en Côte d'Ivoire. Les Congolais en train d'entonner l'hymne national du fait seulement qu'ils avaient fait ces gestes, disons qu'on nous tue et vous ne dites rien. Le diffuseur nous a privés de passer notre message et tout au long de la rencontre, les affiches ou les supporters congolais n'ont pas été vus. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela en tant que Congolais? D'entrée de jeu, je condamne avec amertume le comportement de la chaîne Canal+. Nous savons tous que le groupe Canal+ appartient à François Bolloré, qui ne peut faire que la volonté de la France. Depuis un temps, la France s'est renouée avec le Rwanda, qui devrait à tout prix se rapprocher avec les Rwandais parce qu'il était accusé d'être le maître ou le maître d'œuvre du génocide de 1994 des Tutsis rwandais. Et je crois que la France est en train de jouer son jeu et il a jugé bon de donner les instructions à la chaîne Canal+, de ne pas diffuser comment dirais-je, ces messages de Congolais vis-à-vis aux tueries qui se passent à l'est du Congo. C'était vraiment un moment favorable qui devrait permettre au monde entier de savoir ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a génocide, on est en train de violer nos mamans, nos sœurs, on est en train de tuer nos papas, enrôler les petits-enfants dans les groupes armés. Et c'était vraiment un moment favorable qui devrait nous permettre de passer ces messages. Malheureusement, que Canal+, à travers ses techniciens, n'ont pas voulu passer ces messages. À ce jour, il y a certains Congolais qui se disent qu'il faut quitter ceux qui sont abonnés dans ces bouquets-là, quitter ces bouquets et aller voir d'autres bouquets. Une façon pour les Congolais je dirais, de répondre, de donner une réponse, parce que le diffuseur nous a dit que ce n'était pas sa faute, mais c'était la faute à la CAF, parce que la CAF avait donné des instructions. Et le président de la CAF a tenu une conférence de presse hier. Il a affirmé que la CAF n'avait donné aucune instruction aux diffuseurs. Donc, c'est déjà cette logique que les Congolais disent d'emblée qu'ils sont victimes du reste du monde, de tout ce qui s'est fait. Le monde reste silencieux, surtout la communauté internationale. Absolument, le monde reste silencieux. Nous savons tous, lorsque la Russie a lancé son offensive, la FIFA s'est élevée pour dénoncer ouvertement cette attaque de la Russie sur l'Ukraine. Il est allé plus loin, même de retirer sur la liste de la compétition l'équipe de la Russie. Je trouve mal que le Congo soit isolé, que le Congo soit délaissé d'elle-même. Je me demande, est-ce que ceux qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo sont-ils différents des Ukrainiens ou soit sont-ils différents de ceux qui meurent à masse? Et nous sommes tous êtres humains et je crois que quitter ou
abandonner les bouquets Canal+, pour moi, je trouve que ça serait un peu trop fort. Mais ce qu'il faudra faire, le gouvernement doit sanctionner Canal+, même pour... Quel genre de sanctions vous pouvez préconiser? Retirer le signal même pour 2 mois, que Canal+ ne puisse pas diffuser dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Que Canal+ ne puisse pas diffuser dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est ce que pense M. Steve pour donner une réponse forte, parce que tout le monde a cru que c'était la CAF, alors que la CAF nous a éclairci qu'il n'avait donné aucune injonction aux diffuseurs de ne pas diffuser les images de supporters congolais. Mais ce jour, ce même geste-là a été fait par les dirigeants. Certaines personnes disent que les dirigeants ne pouvaient pas le faire. Si les sportifs et la population le font, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre tribune pour s'exprimer. La seule tribune, c'était lors de cette rencontre. Surtout que le président de la CAF a essayé d'estimer le nombre de millions de personnes qui ont suivi cette rencontre-là. Oui. C'était une façon pour la population et les athlètes congolais de passer le message. Oui. Mais est-ce que c'était important que les ministres ou le gouvernement de la République les fassent aussi lors du Conseil des ministres? Bon, c'est une foutasse de voir une séance photo des ministres en train de présenter ces gestes. Et moi, je pense que c'est au prérogatif du gouvernement de prendre des mesures adéquates pour mettre fin à cette insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Voir des ministres nous présenter ce genre de photos, moi je trouve que peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train, ce qu'ils ont comme devoir vis-à-vis de la République démocratique du Congo. En tout cas, vraiment, ça ne revenait pas aux ministres, au gouvernement de nous présenter ce genre de photos. Et je pense que le gouvernement a pour mission de mettre les moyens au FARDC, disponibiliser toutes les possibles moyens pour que les FARDC mettent fin à cette guerre. Et au lieu de nous présenter ce genre de photos, moi je trouve ça comme du foutasse. Mais la semaine qui termine aujourd'hui, en début de semaine, il y a eu le Conseil supérieur de la Défense. Au sortir de cette réunion, le VPM de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, nous a fait savoir que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ne sont que des rumeurs, qu'on ne puisse pas se fier aux rumeurs. Mais dans l'entretemps, on peut voir aussi l'authenticité de certaines vidéos. Mais est-ce que tout ce qui se met sur la toile reste des rumeurs, ou c'est l'inefficacité du gouvernement qui cherche à apaiser la population avant de trouver des solutions? Vous savez, la communication est une arme de la guerre. Je crois que l'adversaire est en train de jouer sur la communication pour déstabiliser son adversaire. Et je crois qu'il faudra que le gouvernement, à son côté, qu'il puisse aussi mettre les moyens sur la communication, contredire tous ces fake news que nous vivons tous sur les réseaux sociaux. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura peut-être une accalmie du côté des Congolais. Lorsque l'adversaire est en train de nous diffuser des images et que le gouvernement s'était, quitte à nous maintenant de croire à ce que l'adversaire est en train de nous présenter. Et je pense que à l'issue de cette réunion du Conseil supérieur de la Défense, et c'était juste lorsqu'il y a eu les avancées du M23 vers Goma, parce qu'il tentait de prendre Saké, de couper la route de Saké à Goma. Et c'est comme ça que le gouvernement s'est décidé à travers le président de la République pour prendre des mesures ensemble avec tous ceux qui sont dans ceux qui ont eu part à cette réunion. Et nous avons vu les avancées de cette réunion. Il y a eu un accalmie depuis hier matin. D'ailleurs, le ministre de la Défense, après Goma, il est allé à Saké hier pour s'imprégner de la situation. Et je crois qu'il y a l'accalmie à Kibumba, qui est un territoire de Nyiragongo, et puis Saké, qui est dans les territoires de Massissi. Mais une certaine opinion s'est dit que ça a toujours été comme ça. Je vais le dire à Lingala. Ça c'est tiki ko beta. So yika ka longo, mais ça c'est continuer ko beta. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Parce que voir le vice-premier ministre en charge de la défense descendre, c'est vrai
qu'il va s'imprégner de la situation. Mais ce n'est pas la première fois qu'il descend. À chaque fois quand il y a une autorité qui descend dans cette zone et qu'il revient à Kinshasa, c'est la situation qu'on a connue avant s'empire. Est-ce que ne craignez-vous pas que ce que nous sommes en train de vivre, cette accalmie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, soit précaire? Bon, je ne suis pas dans cette logique-là. Vous savez, il y a une fois un général qui a dit que l'armée est un instrument de la politique. C'est-à-dire, ils sont en train de jouer les jeux de l'État. C'est-à-dire, il y a des accords entre l'État congolais et d'autres pays qui nous agressent. Alors, à l'issue de ces accords, il était question d'observer, comment dirais-je, un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. C'est ce que l'armée congolaise est en train d'observer. C'est un cessez-le-feu. Et c'est plutôt les patriotes Ouazalendo qui sont au front, et qui sont accompagnés peut-être d'une manière clandestine par l'armée. Mais je pense que s'il faudra donner un mot d'ordre aux forces armées d'attaquer et de mettre fin à cette guerre, et je vous dis que c'est possible, même pendant 30 jours, on pourra récupérer tous les territoires occupés par les M23. Ça peut être possible, comme vous venez de le dire, même pendant 30 jours, mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il faudra que nous puissions rester dans cette logique des accords signés préalablement, alors qu'au même moment où nous respectons les accords, mais ce sont des Congolais qui perdent leur vie. Aujourd'hui, nous avons eu la force de l'EAC qui n'a pas donné le résultat qu'on attendait. Aujourd'hui, c'est la SADC qui est inoffensive sur le terrain. Est-ce que nous devons continuer à rester dans cette logique de respect alors que chez nous, on continue à tuer? Parce que ces Ouazalendo nous font, et plutôt ce M23, ces rebelles du M23 nous font des vidéos. Il y a une vidéo qui est devenue virale de 4 ou 5 pères de famille qu'on est en train de décapiter. Je n'ai pas su suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que nous devons continuer à rester dans cette logique de respecter les accords, et nous, c'est-à-dire quand je dis nous, Congolais, continuons à perdre nos frères et sœurs, au lieu que le gouvernement prenne ses responsabilités en main, pour essayer de mettre hors état de nuire tous ces rebelles? Je crois que le M23 reste dans sa logique où il revendique toujours un dialogue avec Kinshasa pour présenter son cahier des charges. Et le président de la République est resté serein pour dire qu'il n'y aura pas de dialogue avec les M23. Et est-ce que si il faut dire qu'il n'y aura pas de dialogue avec les M23, pourquoi respecter les cessez-le-feu à partir du moment où ton adversaire est en train de violer ces cessez-le-feu tous les jours? Avant les cessez-le-feu, les M23 n'avaient pas tant de territoires qu'ils occupent aujourd'hui. Après les cessez-le-feu, les M23 a pu profiter, surtout avec le départ des EAC, et partout où les EAC étaient, c'est les M23 qui occupent aujourd'hui. Et moi je crois qu'on ne peut pas continuer avec cette logique de dire que nous respectons les cessez-le-feu signés à Luanda, à partir du moment où Kagame et sa bande du M23 n'arrivent pas à respecter ces cessez-le-feu, parce que ils ont leurs revendications, c'est occuper les terres, ils ont leurs revendications, contrôler les institutions en République démocratique du Congo à travers les brassages, l'insertion de leurs éléments aux forces armées. Et je crois qu'ils ne vont pas changer leur logique. Ils quittent au gouvernement congolais, n'est-ce pas, de mettre les moyens, d'activer les forces armées, d'acheter les équipements militaires, surtout avec cette loi de programmation militaire. Ça peut être bénéfique pour le Congo. Et je crois 30 jours, c'est beaucoup. On va récupérer tant de territoires occupés par les M23. Lors de la clôture de la campagne du chef de l'État, il a dit juste un seul coup de feu, il va regrouper le Sénat et l'Assemblée nationale en congrès pour qu'on décrète l'état de guerre. Mais à ce jour, nous devons attendre jusqu'à mi-mars. Et tout ce temps, s'il faudra que nous puissions trouver des solutions pour essayer de pallier à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Si on venait vous demander peut-être une proposition, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement pour que, jusqu'en attendant que les deux chambres soient installées, pour que le président de la République
leur rassemble en congrès et demandent l'autorisation de faire la guerre, quelles peuvent être les pistes de solutions qu'on peut mettre sur place afin de mettre à l'abri ces Congolais qui perdent la vie chaque jour? Bon, au fait, le président de la République a dit faire la guerre au Rwanda. Mais avant de faire la guerre au Rwanda, il faudra commencer d'abord par mettre fin à l'insécurité qui est à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Parce que ça, c'est dans l'avantage du Rwanda. Je vois Kagame qui a répondu que si le Congo lui faisait la guerre, il ne sera pas perdant. Oui. C'est-à-dire, quitte à nous de commencer d'abord de mettre fin à l'insécurité à la partie est, de bouter tous les Rwandais qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo, dehors de notre pays. Et je crois que le président de la République en a parlé, ça a créé d'ailleurs la polémique sur les réseaux sociaux, oui, qu'il avait dit juste une balle, oui, oui, et il va agir. Mais je crois que le contour constitutionnel ne lui permet pas de le faire pour le moment, parce que les institutions sont renouvellement élues à peine. Il faudra valider les mandats, installer les bureaux définitifs. Et à ce jour, les sénateurs ne sont même pas encore élus. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc on peut aller jusqu'au mois d'avril. De même, le Congo a montré à la face du monde qu'il était respectueux des textes. Il a observé les cessez-le-feu que les Rwandais et ces M23 n'ont pas pu respecter. Et quitte à nous aussi d'aligner nos forces armées, nous avons des soldats qu'on vient de former, nous avons des unités spéciaux qui peuvent faire la différence sur le terrain avec tous nos avions de guerre et puis les drones. Oui. Et je ne pense pas que le M23 pourra faire face au Congo. Vous ne pensez pas que le M23 pourra faire face au Congo? C'est vrai qu'on crie la communauté internationale reste indifférente, la communauté internationale. Mais hier, la Belgique, via son ministre des Affaires étrangères, Adjal Habib, a adressé une lettre demandant au Rwanda d'arrêter de subventionner le M23 car la guerre n'arrange rien. Il préconise, donc elle préconise, la Belgique préconise un dialogue, alors que Kinshasa devient sceptique à ces dialogues parce qu'ils ont dialogué à plus d'une fois. Ça n'a pas porté de fruits. Vous savez, nous sommes allés en Angola, Luanda 1, Luanda 2. Ça n'a rien apporté. Nous sommes allés à Nairobi 1, Nairobi 2. Ça n'a rien apporté. Ou Kenyatta est venu ici à plus d'une fois. Ça n'a rien apporté. Mais du moins, la communauté internationale continue à nous forcer à faire ces dialogues avec Kigali. Qu'est-ce qui se cache derrière ces dialogues? Est-ce que ce n'est pas une façon de nous faire fléchir? Vous savez, cette guerre que nous fait les M23 et Kagame, c'est une guerre par procuration. Le commanditaire de cette guerre, c'est la communauté internationale. Ce n'est pas pour la première fois que la Belgique puisse demander au Rwanda de cesser avec ses hostilités. Les États-Unis en ont fait, la France également, mais ce n'est pas pour la première fois. Ils le font ouvertement comme ça la journée, mais la nuit, ils se parlent autre chose. La France est là en train de faire du lobbying à tous ces États, ces grandes puissances européennes et les États-Unis d'Amérique pour financer davantage les Rwandais. Ce qui était important, on pouvait voir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Australie sanctionner les Rwandais. Ça pouvait peut-être soulager le Congo, voir qu'effectivement notre voix est entendue à l'extérieur du pays. Nous sommes maintenant écouter, la communauté internationale est à notre côté et ça pouvait nous soulager. Et je ne pense pas que la communauté internationale, toutes les déclarations qu'ils font à travers les différents pays, France, Belgique, ainsi de suite, peuvent être une sincérité vis-à-vis du Congo. Et je crois que les Congos doivent se prendre en charge. Il peut y avoir la diplomatie, mais ça ne va pas nous interdire de faire la guerre sur terrain. Adjal Habib est allé plus loin. Elle a dit ils vont peser de leur présidence au sein de l'Union européenne pour que cette situation en République démocratique du Congo cesse. Est-ce que c'est vrai que tout le monde doute aujourd'hui parce que ce n'est pas la première fois. Le roi de Belge était ici, c'était le même discours. Mais est-ce que pour une énième fois, ça ne peut pas être une logique de, je dirais, nous avons vu ce peuple tant souffrir et nous voulons quand même mettre fin, ou c'est une façon de dire comme on le dit à Lingala et en Poukou, à Oliama, au Fula. C'est ça.
Est-ce que c'est dans cette logique-là que nous évoluons avec toute la communauté internationale? Cette communauté internationale est favorable à cette guerre parce que c'est bénéfique à lui. Et je crois que même Lacroix vient de le dire, il a été reçu par le président de la République, il a promis de faire entendre sa voix au Conseil de sécurité pour mettre fin à ces hostilités. Et je pense que ce n'est pas pour la première fois. Le Congo doit se prendre en charge. Le gouvernement doit, en ce stade, s'engager en négociation, pour parler diplomatique avec la Russie, avec la Chine. Qui nous a tendu la main. Voilà. La Russie nous a tendu la main, la Chine. La Russie, c'est prêt d'installer ces bases militaires. Mais jusqu'à ce jour, on arrive. Ça peut commencer avec l'Est de la République. On n'arrive pas à saisir cette opportunité. Si le Congo fait un pas dans ce sens-là, ça va faire mal aux États-Unis, ça va faire mal à la France. Il y aura un rétropédalage. Je crois que le Congo doit prendre le courage. Quand on accepte de diriger, on doit avoir le courage. Il ne faut pas avoir peur, il faut prendre le courage d'oser, d'aller vers la Chine, d'aller vers la Corée du Nord, d'aller vers la Russie, qui puissent venir installer leurs bases militaires, qui puissent nous équiper militairement, qu'on puisse faire la guerre au Rwanda et puis mettre fin à cette insécurité qui a duré plus de 22 ans d'existence. En parlant de cette manière dont vous dites prendre le courage, je me rappelle d'une vidéo que j'étais en train de suivre sur TikTok. Je ne connais pas la dame, si elle est de quelle nationalité, mais elle s'adressait au président de la République. Elle disait au président de la République et aux Congolais que nous devons avoir le courage qu'a eu Mamadou Doumbouya. Parce que si on ne prenait pas ce courage-là, la République démocratique du Congo risquerait d'être muselée. Donc je pense qu'il est grand temps. Mais à ce jour, c'est vrai que nous demandons aux autorités de prendre des décisions ou de chercher à réagir par rapport à ce qui se fait. Mais la population congolaise doit avoir quelle attitude en cette période? Parce que c'est vrai que les gens vont dire que oui, ça tire à Goma, mais nous ici on ne peut pas arrêter de travailler, on ne peut pas arrêter de faire notre business. Mais que doit être l'attitude de la population congolaise à l'heure actuelle? Bon, les Congolais doivent être solidaires en dépit de ce qui se passe à l'Est. On doit être solidaires à nos frères et sœurs de l'Est. Cela ne va pas nous décourager à travailler. On doit vaquer à nos occupations, comme d'habitude, tout en restant serein qu'un jour, le Congo gagnera. Et du côté du gouvernement, Kagame ne dort pas. Kagame ne dort pas. Kagame sait que la communauté internationale a besoin du coltan, a besoin de lithium. Vous avez vu, il vient de signer le contrat avec la Pologne. La Pologne qui accepte de lui financer militairement pour avoir ce qu'il a besoin. Mais tout ce qu'il a besoin là, il le trouve en République démocratique du Congo. Il y a eu un forum. Donc le champ des ennemis de la République démocratique du Congo continue. En Afrique du Sud sur le minerai, où on n'a pas vu les Rwandais. Mais Indaba, oui. Où on n'a pas vu les Rwandais parce qu'il y avait tous les pays qui se sont présentés en Afrique du Sud pour présenter leurs ressources minières. On n'a pas vu les Rwandais parce qu'il n'en a pas. Tout ce que les Rwandais vendent à la communauté internationale, ça provient de la République démocratique du Congo. Et je crois que le Congo doit prendre ses courage. Il doit prendre ses courage. Quand on accepte de gérer, on doit prendre ses courage. Il faudra mettre fin à cette insécurité qui est en train de freiner le développement de la République démocratique du Congo. Il faudra un jour faire la guerre au Rwanda, fléchir le Rwanda pour que d'autres pays de la région puissent nous respecter. Voilà, je pense que c'est sur ces mots que nous allons mettre un point sur cette thématique concernant la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Je m'adresse aux dirigeants de la République. Vous avez cette lourde responsabilité de donner la paix, la sécurité et la quiétude au peuple congolais. Il est temps que nous sentions ces Congos, ces géants congolais se relever. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est comme si nous sommes laissés à la merci de tout le monde. Nous avons tous vu ce qui s'est passé le mercredi. Aucun message des Congolais n'est passé sur Canal+. Parce que les Français ont décidé que ces messages-là ne passent pas.
on n'en paie rien. La chaîne leur appartient. Ils ont décidé de ce qu'ils veulent faire passer. Et il est temps aussi que nous puissions décider de ce que nous voulons pour la République démocratique du Congo. Toi, quand on a belé, oui. Aujourd'hui, si on n'en a plus, ceux qui ont biso yango, toyebi bisika tokendete. Bisika otokokendaka, ne bisika tokendoko ma ba wumbo ya solo. Je pense que le président de la République, il est temps que vous puissiez prendre vos responsabilités en main afin de bouter hors état de nuit tous ces rebelles que nous avons qui deviennent M23 aujourd'hui, RDF demain. Mais nous savons tous que ce sont des rebelles rwandais. Donc il est grand temps que nous puissions prendre notre destin en main. Deuxième sujet, nous parlons de la nomination de l'informateur. Monsieur Augustin Kabouya, avant d'entrer dans tout, est-ce que il a fallu qu'on puisse lui donner cette fonction, ce poste d'informateur? Vous savez, la mission d'informateur n'est pas une fonction qui va gérer la République, non. C'est une responsabilité qu'on lui donne pour 30 jours, juste pour identifier la majorité parlementaire. Et comme nous, au Congo, nous sommes habitués dans des polémiques inutiles, des polémiques stériles qui vont apporter absolument rien à notre pays, et c'est comme ça que ça a causé encore la polémique dans la toile. Et je crois que la nomination d'un informateur ou d'autres personnalités politiques par le président de la République, ça dépend de sa discrétion, de son pouvoir discrétionnel. Je crois, ce que je pouvais dire. Le président de la République s'est décidé de confier cette mission à Augustin Kabouya. Donc, ça dépend de lui. Il a jugé bon donner confiance à ces messieurs pour 30 jours. Après 30 jours, Augustin Kabouya ne sera plus informateur. Donc après, à l'issue de l'identification, il va faire rapport au président de la République. Voilà ce que j'ai constaté sur le terrain. Et puis, il mettra fin à sa mission. Certaines personnes pensent qu'au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnalités politiques. Pourquoi seulement, c'est là où la polémique commence, pourquoi seulement avoir puisé dans sa famille politique, alors que pour qu'il soit élu président de la République, il y a toutes ces personnes qui lui ont entouré, qui lui ont prêté main forte pour qu'il soit élu président de la République. Mais pourquoi pour l'informateur, il va seulement puiser dans sa propre famille politique? Bon, je pense peut-être que ce n'est pas parce qu'il a puisé dans sa propre famille politique, peut-être que c'est les calandres tribales qui posent problème. Et je crois qu'Augustin Kabouya fait partie des comment dirais-je, des leaders des présidiums de l'Union sacrée. Et Bahati a déjà été informateur. Et il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Mbosso, il y a Vital Kamerhe. Peut-être que le président de la République s'est dit, je commence avec Augustin Kabouya comme informateur et Jean-Pierre Bemba sera comme Premier ministre demain. Tout dépend de son pouvoir discrétionnaire. Oui. Alors, moi je ne pense pas pourquoi ça doit poser problème. Est-ce que quelle est cette charge ou la tâche difficile que Kabouya ne pourrait pas comment dirais-je, relever? Parce qu'il est là pour demander, vous êtes avec nous ou pas? Et point barre. Et chaque regroupement ou parti politique pourra apporter son cahier de charges. Et à la fin, Augustin Kabouya pourra faire son rapport. Et je crois que ce n'est pas vraiment une question qui pouvait faire vraiment la polémique sur la toile. Oui, ça ne pouvait pas faire polémique, mais ça fait aujourd'hui. Certains parlent. Parce que nous sommes habitués à ça. Certains parlent du caractère chaud de M. Augustin Kabouya. Est-ce qu'il pourra se mettre en odeur de sainteté avec toutes ces personnes qu'il va consulter? Parce que il est reconnu de ce caractère d'interpréteur, oche. Est-ce que, en fait, c'est ce qui craint dans l'opinion, sa façon de réagir et sa façon d'agir. Est-ce qu'il était le meilleur choix? Vous savez, certainement, c'est vrai, hein, il était quelqu'un qui était, à chaque fois qu'il y a un pic, il montait au créneau pour comment dirais-je, répondre coup sur coup. Et depuis ces derniers temps, j'ai constaté un changement
dans le chef d'Augustin Kabouya. Et il a essayé un peu de porter cette casquette d'un homme d'État. Donc je crois, je ne fais pas les défensives d'Augustin Kabouya. On risquerait de penser que vous êtes son défenseur. Non, je ne suis pas son défenseur, mais je parle de la réalité que je suis en train de voir. Augustin Kabouya a essayé un peu de changer. Il s'est revêtu du vêtement d'un homme d'État. D'ailleurs, avant même sa nomination comme informateur, il y avait le fait qui brûlait entre Modeste Bahati, président du Sénat, et l'actuel président d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Et c'est Kabouya qui a fait à ce que Mbosso et Bahati se mettent ensemble. Et d'ailleurs, il avait déjà commencé des consultations d'une manière clandestine avant qu'il soit même nommé comme informateur. Et je crois qu'il n'y aura pas de déficit. D'ailleurs, la majorité se dessine déjà. Il n'aura pas vraiment la tâche difficile pour le faire. Et attendons dans 30 jours, quel sera son rapport qui va soumettre au président de la République. Attendons dans 30 jours, mais dans l'entretemps, au sein de l'Union sacrée, ça brûle. Il y a Pacte pour un Congo retrouvé qui naît. Il y a dynamique du côté du Premier ministre. Déjà, ce grand regroupement qui entoure le chef et commence déjà à avoir des petits morceaux. Est-ce que ça donne une bonne image de cette majorité que l'informateur est en train de chercher d'identifier, surtout que cette grande plateforme qui accompagne le chef de l'État, l'Union sacrée, elle-même est divisée aujourd'hui. Je parlerai de 3 camps, parce qu'il y a le PCR, c'est-à-dire avec Vital Kamerhe et consort, il y a la dynamique avec le Premier ministre Sama Lukonde, et il y a Bahati qui reste, UDPS et le MLC allié qui reste aussi. Donc elle-même, l'Union sacrée, est divisée en 3. Est-ce que vous pensez que ce travail d'informateur, le travail que monsieur le secrétaire de l'UDPS est en train de faire, il pourra avoir les résultats escomptés? Je crois que, si je ne me trompe pas, l'article 78 stipule ce qui suit. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Oui. Et politiquement parlant, c'est de bonnes guerres au sein de la famille du président de la République. Parce que ici, l'objectif est avoir la primature et d'autres portefeuilles. Comment avoir la primature? Il faut avoir d'abord la majorité à son sein. Depuis 2006, 2011, d'abord en 2006, le PPRD avait au moins 130 députés, si je ne me trompe pas. Donc ils n'avaient pas atteint la majorité parlementaire qui est de 250 plus 1. En 2011, pareillement, voire même en 2018, où le Premier ministre a été issu de la coalition FCC. Et aujourd'hui, au sein de la famille politique du président de la République qui est l'Union sacrée, on s'est dit, pour avoir la primature et le portefeuille d'État, il faut avoir un certain nombre de députés. Et quand on regarde, l'IDPS, celle A69, et ses mosaïques, les AAA, et ainsi de suite, il est au-delà des 200. Alors, Vital Kamerhe, clairvoyant qu'il est, il s'est dit, il faudra faire quelque chose pour contraindre... faire un contrepoids. Oui, un contrepoids à l'IDPS et ses mosaïques. Et il crée les PCR. Et moi, je crois que politiquement parlant, c'est des bonnes guerres. Et ils sont dans la course de la primature et d'autres portefeuilles d'État. Et pour en avoir, il faut avoir un certain nombre de députés. Il faut créer des coalitions pour avoir une force. Et à l'issue de laquelle, lorsqu'il y aura des nominations, qu'on soit retrouvé. C'est tout simplement ça. Moi, je crois que il y a certaines personnes, certaines langues qui constatent que c'est une rébellion au sein de l'Union sacrée. Effectivement, ça s'est dit. Ça s'est dit. Je pense que ça peut avoir un sens d'une rébellion, mais moi je constate ici que Vital Kamerhe est un clairvoyant. Il est en train de viser la primature. Et pour avoir la primature, il a besoin de plus de députés autour de lui. Et vous allez constater que
après la nomination du Premier ministre et la publication du gouvernement, et tout reviendra dans le calme. Tout reviendra dans le calme, mais déjà seulement au sein de l'Union sacrée, nous avons vu, vous venez même de l'évoquer, que c'est Augustin Kabouya qui a joué au sapeur-pompier, mais nous avons vu Mbosso et Bahati s'entretirer, Bahati dire qu'on est en train de chercher des débauchés de ces députés, parce que il y a le président du bureau d'âge qui cherche à se faire élire en tant que président. Mais tout ça, est-ce qu'on peut toujours le mettre dans la logique de bonne guerre? Parce que, quelque part, en politique, il n'y a que des intérêts qui priment. Et quand quelqu'un cherche à vous nuire, vous dites que c'est de bonne guerre, surtout que tous sont tout autour du président de la République. Ça ne risquerait pas d'impacter sur l'accompagnement du chef. Parce que si, aujourd'hui, je donne un exemple, Mbosso arrivait à débaucher de députés au sein de l'AFDCA, que le chef ne tapait pas du poing sur la table. Ne pensez-vous pas que Bahati pouvait dire que le chef est complice? Bon, Bahati, par rapport à Mbosso, Bahati a plus de députés que Mbosso. Oui. Alors, Mbosso s'est dit, je dois mettre un terme à ma carrière politique comme président de l'Assemblée nationale, tout en étant président d'âge. Okay. Alors, pour être élu, il faut se préparer en amont. Mbosso s'organise, il s'est dit, je dois contacter certains députés. Et il y aura certains qui seront soudoyés, c'est certains qui seront achetés avec l'argent. Nous savons comment ça se passe. Et Bahati de même, il est député. Je crois qu'il envisage aussi être président de l'Assemblée nationale. De même Vital Kamerhe, s'il ne trouve pas la primature, il aura aussi besoin de la présidence de l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, c'est la bataille. Ils doivent s'organiser, chacun à son coin, de manière à ce que ces objectifs soient atteints. Chacun dans son coin, ses objectifs, pour que ces objectifs soient atteints, allais-je dire. Mais à l'heure actuelle, nous allons déjà vers la formation de ce gouvernement. C'est vrai que nous avons vu ce gouvernement de 56 membres, ou 59, si je ne me trompe, ne nous a pas donné les résultats escomptés. Mais à ce jour, s'il faudra faire une proposition, d'abord, du profil du Premier ministre à venir. C'est vrai que nous savons que les intérêts politiques priment. Mais s'il faut faire une caricature ou donner un prototype du Premier ministre qui peut nous ramener dans la vision du chef de l'État, il peut être comment, ce Premier ministre? Vous savez, avec la situation actuelle du pays, nous avons besoin d'un Premier ministre technocrate. Des gens comme Matata Mponyo, des gens comme Adolphe Muzito, je crois même Jean-Pierre Bemba, parce que nous savons, avec Jean-Pierre Bemba, quand il fit vice-président en charge de l'ECOFIN, avec la situation actuelle, la situation économique, la situation sécuritaire, nous avons besoin des technocrates. Même Premier ministre, technocrate, même ministre. Je crois que les nominations se feront autour des partis politiques. Les noms seront envoyés aux partis politiques. C'est la logique de la politique congolaise. Mais il faudra que ces chefs des partis politiques envoient au président de la République des personnes compétentes, des personnes capables de faire la différence. Et j'aimerais que le président de la République puisse rester dans la logique que chaque parti ou regroupement politique qui va lui envoyer les noms pour la nomination, qu'on puisse lui envoyer au moins 3 noms. 3 noms, même 30 jours avant, et que les services des gens de la République puissent, qu'ils puissent un peu essayer de suivre toutes ces personnes-là, leurs compétences, leur niveau d'études, leur expérience politique, leur expérience professionnelle. Cette fois-ci, nous avons besoin de gens qui peuvent faire la différence. Le pays est à genoux. La situation économique n'en parle même pas. La situation sociale. Et il faudra aussi que le gouvernement qui sera mis en place, qui ne soit pas un gouvernement pléthore. Effectivement, c'est là où je voulais chuter. Un gouvernement pléthore. On ne peut pas avoir 50 ministres. Pour faire quoi avec? On peut avoir un gouvernement de 35 ministres. Ça suffit.
À l'époque du maréchal Mobutu, on avait un ministre qui était à la fois ministre du budget et ministre des finances. Vous créez des ministères comme ministre des relations avec les parlements. Pourquoi faire? Ministre près du premier ministre. Les récompenses politiques. Donc, on est en train de viser, comment dirais-je, la réduction des trains de vie, et cela doit commencer par la présentation du gouvernement. Ce n'est pas dit que quand on fait la politique, on est obligé seulement d'être récompensé en étant nommé. Non. Je crois que vous pouvez envoyer quelqu'un qui sera ministre et d'autres personnes peuvent être au cabinet comme conseiller, ainsi de suite. Je crois que le président de la République doit être sévère à ce stade et il doit se choisir un premier ministre compétent, quelqu'un qui peut servir la République, un technocrate de surcroît, et ça sera vraiment bénéfique pour le pays. Voilà, je pense que c'est sur ces mots que nous mettons un point final à cette émission. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'à chaque fois qu'il y aura des sujets d'actualité, on continuera toujours à vous appeler parce que vos dires ou vos propos lors de nos émissions nous édifient et permet à ce que les Congolais comprennent qu'en dehors de tout, ces Congolais qui peuvent se prévaloir être de telle obédience ou telle autre obédience, mais il y a des Congolais qui réfléchissent pour la République démocratique du Congo, qui ne voient que la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup pour votre passage. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à adresser aux Congolais. S'il faut adresser un dernier mot aux Congolais, je vais appeler tous les Congolais à la conscience. Nous devons être confiants en notre pays. Arrêtons avec les tétrismes. Arrêtons de combattre nous-mêmes notre pays. Je constate sur les réseaux sociaux, ce sont les Congolais qui combattent eux-mêmes le Congo. Et arrêtons avec ça. Rien qu'avec la conscience, on peut aller plus loin avec notre pays. Voilà. Rien qu'avec la conscience, on peut aller plus loin. J'emprunte les dires de mon invité. Je pense que c'est sur cette note que nous mettons un point final à cette émission. Mais je m'en vais quand même souhaiter un heureux anniversaire à Fatou Pondani la Perle. Joyeux anniversaire à toi, que le Seigneur te comble, te couvre de sa grâce. Il y a une téléspectatrice qui nous suit régulièrement, je la dis merci. Elle, c'est Julie Makabou. Elle nous suit et à chaque fois qu'elle nous suit, elle tient à nous écrire: Mamou, bon week-end à toi, Julie Makabou, et merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné, Junior Santos, Rabi Fouka, et à la régie finale, dont Benjamin Makolo. On se retrouve le lundi pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Au revoir.